je suis Philippe Leduc, je suis médecin journaliste et j'anime un think tank économie santé dans le cadre du groupe Les Échos. Le thème de cette table ronde, c'est l'épidémie de Covid-19 va-t-elle rebattre les cartes de la e-santé? Je crois qu'on peut tout de suite répondre oui. Donc la crise sanitaire actuelle, si elle a bien transformé quelque chose, c'est la santé, évidemment, la médecine, et en particulier la e-santé. Certaines des applications de la e-santé ont littéralement explosé, comme la télémédecine, mais pas que. Alors on va voir justement, est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que les anciennes habitudes vont reprendre très vite? Ou est-ce que c'est une profonde restructuration? C'est ce que nous allons débattre d'abord après une introduction du docteur Olivier Babinet, directeur de la santé interdépartementale des Yvelines et Hauts-de-Seine, et co-auteur de l'ouvrage La e-santé en question aux éditions IJ. Et puis on discutera après une introduction du docteur Babinet avec un médecin libéral, le docteur Laurent de Bastard. Ensuite, un directeur d'hôpital, le monsieur Thomas Loret. Le directeur médical de Covidon, vous verrez que c'est une application, paraît-il, absolument extraordinaire. Patrick Jourdain, qui sera en distanciel, en visioconférence. Et le docteur Anne-Maëlle Ledouarin, conseiller médical télésanté à la DGOS, au ministère de la Santé. C'est lui qui va faire en sorte de passer de l'exceptionnel au droit commun. Il nous expliquera. Et puis, monsieur Olivier Lebrun, qui est maire de Viroflay, vice-président du département des Yvelines, délégué à la famille, et qui nous dira en tant qu'élu, qui doit s'intéresser aussi à sa population, et aussi, bien évidemment, aux professionnels de santé. Il nous dira comment ça se passe, comment la e-santé peut apporter ou ne pas apporter des solutions. Olivier Babinet, on vous écoute pour 10 minutes, un quart d'heure, pour nous expliquer un peu comment ça s'est passé dans ces deux départements. Merci, bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de planter le décor de cette table ronde sur le thème donc, de la e-santé. Je vous présente donc l'acteur principal de la pièce, qui est le SRAS-CoV-2. Il aura suffi que cette créature la plus petite de la planète, un coronavirus, pour assister à un scénario que les acteurs de la e-santé n'auraient jamais osé imaginer dans leurs rêves les plus fous. Ce coronavirus a fait des dégâts, comme vous le savez. Ici, les derniers chiffres sur la France, dans le tableau, et dans le monde, on est aujourd'hui proche de 1 million de décès, ce qu'on évoquait ce matin. Si on prend l'épidémie en France, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 4 stades. Et nous allons voir qu'à chacun de ces 4 stades, et ce dès le début de l'épidémie, la e-santé a joué un rôle essentiel. Et aussi curieux que cela puisse paraître, c'est pendant le confinement, donc pendant une période très courte de 8 semaines, que vous voyez donc au stade 3, que nous avons pu observer la plus improbable révolution du numérique en santé, et nous en tirerons des enseignements en fin de table ronde. Je vous présente le deuxième acteur de la pièce, c'est la e-santé ou santé numérique. La santé numérique, c'est une rafale de termes nouveaux que vous voyez sur cet écran, qui souvent empruntent au franglais. Et à mesure que le numérique s'installe dans notre système de santé, il surprend par le nombre de domaines que vous voyez que recouvre la e-santé. À tort ou à raison, notre façon de nous soigner ne sera plus jamais la même. Au stade 1 et 2, l'option prise pour l'épidémie par les pouvoirs publics, vous en souvenez certainement, c'est que les cas symptomatiques étaient renvoyés sur les centres 15 pour interrogatoire et ensuite orientation des patients pour une prise en charge soit hospitalière, soit en ville, mais malheureusement à cette époque-là, sans test et sans moyens de protection individuelle. En revanche, une chose est certaine, c'est que les centres 15 aux régulations médicales, un des 5 actes de télémédecine, avec la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance et la téléassistance, a été le premier recours immédiat à la e-santé dans le cadre de cette épidémie. Au stade 3 de l'épidémie, tous les acteurs de la télémédecine ont joué le jeu. On est passé d'une situation finalement avec de multiples freins à une situation où on s'est trouvé avec de multiples opportunités, quitte d'ailleurs à transgresser les normes actuelles qui étaient soi-disant intangibles.
Les plateformes privées et publiques de la télémédecine ont joué le jeu. Les plateformes privées ont mis gratuitement à disposition la téléconsultation. Les plateformes publiques, c'était l'occasion de se faire connaître, parce qu'il faut être honnête, on ne les connaissait pas très très bien. D'autres, comme Ortif à la PHP, c'était l'occasion d'une application qui végétait depuis novembre 2019 d'ouvrir les comptes à un rythme de 1000 comptes par jour, et aux praticiens hospitaliers qui avaient déprogrammé la majorité de leurs consultations externes, de favoriser le maintien des patients fragiles à domicile et donc d'utiliser la télémédecine pour suivre leurs patients chroniques, que ce soit en oncologie, en maladie rénale chronique, en cardiologie ou les gens diabétiques. La CNAM a également joué le jeu en levant des freins réglementaires et en particulier a été aboli la contrainte de territorialité pour le remboursement des téléconsultations. Et elle a été encore plus loin puisque la CNAM a également, à titre dérogatoire, permis le remboursement à 100%. Également, les freins techniques et organisationnels ont disparu. Enfin, le comportement des patients et des professionnels de santé ont changé, les questionnements, les états d'âme sur les professionnels de santé n'avaient plus de place. Les priorités étaient tout autres, l'enjeu était vital, aussi bien pour le patient que pour les praticiens. Et donc, compte tenu de toutes ces contraintes qui ont été levées, la téléconsultation a explosé. Les derniers chiffres aujourd'hui, relevés la semaine dernière par la CNAM, sont de 5 millions de téléconsultations remboursées, sachant qu'il faut rajouter en plus toutes les déconsultations qui n'ont pas été remboursées, contre environ, pour vous donner une idée, 25 000 téléconsultations au mois de décembre l'année dernière. Et on voit en effet la pente qui diminue au mois d'août, au mois de septembre, malheureusement, ou heureusement pour la santé, en tout cas, la courbe reprend. Les chiffres ne sont pas encore publiés. Au stade 4 de l'épidémie, c'est le déconfinement, et également les mois qui ont suivi, ce fut la mise en place des gestes barrières, dont les masques cette fois-ci, et également le fameux testé, tracé, isolé. Si on prend l'étape testée, après les prélèvements, l'échantillon que vous connaissez avec l'écouvillon est envoyé au laboratoire de biologie médicale qui saisissent les résultats dans un outil qui s'appelle SIDEP, dont vous avez peut-être jamais entendu parler, qui est le service intégré de dépistage et de prévention. C'est une plateforme sécurisée qui collecte tous les résultats des tests diagnostiques, donc RT-PCR, dans tous les laboratoires. Ça veut dire quand même, on parle de 600 laboratoires, à savoir près de 6000 sites de prélèvement. Et ce cyberlab national envoie les résultats donc aux personnes testées, aux prescripteurs lorsqu'il existe, et aux enquêteurs sanitaires. Et de l'autre côté, envoie cette information au pouvoir public et aux industriels, et en particulier à Santé publique France, pour que l'information quotidienne soit donnée sur la dynamique de l'épidémie. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce fameux SIDEP a été développé par les pouvoirs publics et des industriels, une plateforme qui s'appelle MIPS, 2 industriels qui sont Innovacom et Dedalus en l'espace de 2 mois. Et il est opérationnel depuis le 13 mai. C'est du jamais vu en termes de délai. En ce qui concerne la deuxième étape, le tracé, ont été mis en place un système de contact tracing avec le Contact Covid, qui est en fait un module d'Amélie Pro, qui permet, en particulier aux médecins, de rentrer l'information, comme toute maladie, à déclaration obligatoire. Sur cette base, les brigades de la CEPAM, et souvent d'ailleurs le médecin qui a identifié le Covid+, identifient également les cas contacts. A été mis en place également, a été créé des modules de surveillance à distance gérés par les professionnels de santé. On verra tout à l'heure Covidom, on est également avec le professeur Jourdan, on verra e-Covid également, avec, qui est un module de télésanté dont certainement Laurent Bastard nous parlera un petit peu plus tout à l'heure. Enfin, il y a bien sûr le fameux Stop Covid, qui malheureusement a été un flop. Le bilan à 3 mois est assez facilement résumé.
un nombre de téléchargements qui plafonne à 2,3 millions, 103 notifications qui ont été envoyées. Donc, et en plus, le Premier ministre qui explique sur les chaînes qu'il n'a pas téléchargé l'application, c'est en effet assez désastreux pour cette application. Cela dit, le rebond du virus peut-être permettra de relancer l'application. Et enfin, la dernière étape qui est isolée, le département des Yvelines, en particulier la préfecture des Yvelines, l'ARS et l'APTA 78, ont créé une plateforme donc, qui s'appelle la cellule départementale d'appui à l'isolement, qui permet d'aller chercher les données dont on a parlé tout à l'heure dans CIDEP, qui sont renvoyées à l'ARS et après on récupère ces données pour arriver à suivre les patients. Pour votre information, sachez qu'au-delà de la télésanté au sens large, il y a eu plein d'autres initiatives pendant cette période-là. Rapidement, renfort Covid, qui a permis de renfort donc établissement de santé en professionnels de santé. Une application qui a vu le jour en 4 jours. Premier contact le 16 mars avec l'ARS Île-de-France, opérationnel le 20 mars. Ensuite, il y a eu une dizaine d'ARS qui l'ont utilisé. Et également le ROR, le répertoire opérationnel des ressources, qui permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble des lits dans les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, quand il est mis à jour en temps réel, bien sûr. Et ça n'empêche pas un problème de visibilité intra-hospitalier qui nous fait revenir au téléphone. Également l'hôpital numérique, la prise de rendez-vous médicaux en ligne a explosé. La préadmission en ligne, également, les établissements de santé se sont dotés de la préadmission en ligne de manière importante pour que les patients n'aient pas à attendre l'enregistrement de leur dossier en arrivant à l'hôpital. Des projets fous comme le 3D Covid, où on a en ligne 60 imprimantes 3D installées à l'hôpital Cochin pour produire sur place et rapidement et en grande quantité leur propre matériel. L'enseignement, avec énormément de formations en ligne pour les soignants, habillage, déshabillage pour les secteurs Covid+, ventilation artificielle, réanimation respiratoire. L'intelligence artificielle, au cours de cette pandémie, de nombreuses équipes de recherche à travers le monde se sont appuyées sur l'IA et le machine learning pour accélérer la recherche de traitement et l'élaboration de vaccins. Mais également la santé connectée, également la R&D avec des bases documentaires et des publications. Il faut savoir que pendant la pandémie, toutes les ressources bibliographiques ont été rendues accessibles gratuitement aux soignants et aux chercheurs sur le Covid. Mais également, comme vous le savez, une énergie féroce a été déployée pour la mise en œuvre de la recherche clinique, pour mettre en œuvre sur le marché des stratégies thérapeutiques qui soient déployées dans des délais extrêmement courts. Et également, les médias de masse, donc Internet et télévision, qui ont donné l'information au grand public de manière importante. Mais malheureusement, on a assisté à un véritable barnum médiatique et il fallait ensuite aider les patients à séparer le bon gré de l'ivraie, tant le net et la TV fourmillent de fake news. Et enfin, la feuille de route, accélérer le virage numérique dans le plan Ma Santé 2022, où certes, on a vu qu'il y a plein de points positifs en santé numérique, avec une multiplication d'initiatives, mais malheureusement, il manquait une marche. Et cette marche, pour donner un exemple, il n'y a toujours pas d'identification nationale de santé, et donc c'est un enfer pour arriver à recoller le parcours de soins en situation de crise pour un patient. Et il faut absolument que l'État renforce et accélère cette feuille de soins numérique, tout en restant à sa juste place. L'État plateforme doit assumer toutes les fondations réglementaires et techniques du numérique, mais doit laisser l'écosystème du numérique en santé opérer de manière libre pour offrir des services à valeur ajoutée. Et ce qui est intéressant, c'est que le Ségur de la santé, fait assez inédit, n'a pas remis en cause cette feuille numérique, au contraire, l'a accélérée en fixant des priorités sur un nombre limité d'usages. Aujourd'hui, 2 milliards vont être consacrés dans les 3 à 5 ans sur la santé numérique, avec 600 millions sur le secteur médico-social, qui est un peu plus long parce qu'il part de beaucoup plus loin, et 1,4 milliard sur le secteur sanitaire. Et dans ce cadre de valeur, avec ce numérique souverain, citoyen, éthique, et avec les énergies qu'on a pu voir pendant la e-santé, pendant cette épidémie, eh bien on devrait a priori y arriver. Voilà, j'ai posé globalement le décor de cette table ronde sur la e-santé. Je vais passer les témoins aux autres acteurs de la e-santé de la table ronde.
pour découvrir comment ça s'est passé pour eux au cours de cette épidémie. Philippe, je te redonne la main. Merci. Vous l'avez vu, la e-santé a explosé au cours de la crise et maintenant la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va en rester? Comment tout ça va s'organiser? Il y a des applications qui sont spécifiques à la crise, on va imaginer qu'elle ne va pas durer 20 ans. Donc vous allez nous dire, messieurs, comment vous voyez, quel est le constat, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, assez rapidement parce qu'on a une demi-heure. Et puis les enseignements, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour l'avenir, comment on peut l'organiser? Alors, on va commencer par Laurent de Basta. Vous êtes médecin responsable aux urgences de l'hôpital privé de Versailles. Vous êtes vice-président de l'APTA. Alors, l'APTA, c'est une chose très intéressante. C'est une plateforme territoriale d'appui qui réunit tous les professionnels de santé du territoire pour les cas les plus complexes. Et vous êtes aussi président de l'Ordre des médecins 78. Alors, avec vos multiples casquettes, vous avez une vue panoramique, on va dire. Alors, quel regard, qu'est-ce qui est important pour vous dans cette révolution de la e-santé aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qu'il faut améliorer? Comment tout ça va pouvoir retomber sur ses pieds? Merci. Alors, ça marche? Oui, ça marche, c'est bon. Ouais. Je vous remercie. En effet, c'est une autre casquette qui est celle de responsable de nouvelles technologies à l'URPS. Et l'URPS qui est l'Union régionale des professionnels de santé, qui représente 22 000 médecins sur l'Île-de-France. Et dans ce cadre-là, nous accompagnons les médecins justement sur le numérique. Nous le représentons aussi vis-à-vis d'un certain nombre d'instances. Et on a, dès le début de la crise, été justement face à cette situation. Et comme l'a dit Olivier Babinet, le premier espace numérique, ça a été le centre 15. Donc on a été sur le département des Yvelines en renfort sur le centre 15, parce que le centre 15 a explosé à ce moment-là, comme on le revoit actuellement un petit peu, c'est-à-dire les patients n'ayant plus accès à leur médecin parce qu'il n'y a plus aujourd'hui, vous savez, de secrétariat, et finalement vous prenez rendez-vous sur des plateformes numériques comme Doctolib. Et donc les patients inquiets ont appelé en masse le centre 15 qui a explosé. Donc il y a eu un certain nombre de médecins qui sont venus en renfort sur le centre 15. Et ça a été beaucoup de médecins libéraux qui ont été sollicités pour cette prise en charge. Ensuite, les deux choses importantes qu'on a vues se développer lors de cette crise, ça a été à la fois la téléconsultation, qui était de l'ordre de 10 000 consultations par semaine avant la crise, et qui est monté à 1 million de téléconsultations pendant la crise, qui est redescendu début septembre, était autour de 100 000 téléconsultations par semaine. Donc on voit qu'il y a des habitudes qui ont été prises avec la crise Covid. Et puis l'autre deuxième grand axe a été le télésuivi, dont on va parler avec Patrick Jourdain, qui avec des plateformes comme Covidom. Et nous avons été justement, nous avons porté ce projet avec la PHP, et qui a été une très grande réussite. Mais je laisserai Patrick en parler. Alors la téléconsultation, pour vous, ça y est, c'est rentré dans les mœurs des médecins et des patients? C'est quelque chose qui est pérennisé, ou est-ce que ça chute? Ou bien que ça chute, mais évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes qu'en mars et avril. Vous pensez qu'il y a un cap qui a été franchi? Ouais. Comme justement l'agenda numérique, comme Doctolib ou autre, on voit que, là Olivier Babinet l'a montré, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de préadmission ou de rendez-vous en fait en ligne. C'est quelque chose qui se développait depuis un certain temps, qui a été maintenant, qui est rentré dans les mœurs. La téléconsultation a diminué, est passé de 1 million à 100 000, ce qui fait qu'il y a quand même, il reste aujourd'hui des habitudes. On a vu que, en effet, un certain nombre de patients après le Covid ont repris rendez-vous avec leur médecin en présentiel pour les mêmes motifs. Et on voit que donc il y a une importance du présentiel, de l'examen clinique, et donc la téléconsultation ne remplacera jamais. Est-ce que pour vous il y a une révolution culturelle quand même? Est-ce que le cap a été franchi de faciliter les téléconsultations quand même? C'est ça la question. Ou est-ce que tout le monde va retourner dans le cabinet des médecins? Non, un cap a été franchi, des habitudes ont été prises par les professionnels de santé puisqu'ils n'avaient plus le choix, donc finalement ils ont favorisé cet aspect. L'État aussi a facilité ça puisqu'il y a eu des dérogations parce qu'il y avait un cadre réglementaire qui était assez strict sur la téléconsultation. Là, jusqu'à la fin de l'année, n'importe quel patient peut prendre un rendez-vous de téléconsultation avec n'importe quel professionnel. C'était à la fois de la médecine générale, mais c'était aussi la médecine de spécialité, de ce qu'on appelle médecine d'organes, donc
l'ensemble des médecins ont pu téléconsulter. Donc ça a été des habitudes à la fois pour les professionnels et puis pour les patients. Et les patients étaient quand même, il y avait cet aspect, on le voit en Île-de-France, où c'est quand même il y a une partie très urbaine qui fait que c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on évite les transports, les temps d'attente, etc. On voit que la téléconsultation, la durée d'une téléconsultation est la même que une consultation normale, ce qui fait qu'il n'y a pas d'intérêt finalement pour le professionnel à passer de la téléconsultation, à faire de la téléconsultation plutôt que du présentiel. Nous, ce qu'on défend justement au sein de à la fois l'APTA et l'URPS, c'est et ce qu'on est en train de travailler avec Olivier Babinet, ce qui est important, c'est que le patient puisse avoir accès au médecin qui l'a téléconsulté sur le territoire. Donc l'intérêt, c'est quand même que vous téléconsultiez un médecin qui est sur le territoire et pas un médecin qui est en PACA et que vous ne reverrez jamais. C'est-à-dire, c'est un médecin... Ce que recommande l'assurance maladie quand même. C'est pour que ça soit remboursé. Alors on va peut-être revenir avant. Il y a beaucoup de dérogations, beaucoup de facilitations, mais il faut que ce soit un peu son médecin traitant en dehors de l'urgence. On va voir le télésuivi qui est un enjeu qui est très important tout à l'heure avec Patrick Jourdain. Tester, tracer, isoler, vous avez participé pendant la crise, et on est encore dedans actuellement, au moins dans la région. Vous avez participé à la cellule départementale d'appui à l'isolement. Comment ça s'est passé? C'est pas facile. Non, ça a été compliqué. En 2 mots. C'était deux mots, la donc complexité. Ce qui était intéressant, c'est que ça a permis de réunir, donc sous la gouvernance en fait, du préfet, à la fois l'ARS, le conseil départemental, l'hôpital avec le SAMU et puis les professionnels libéraux. C'était donc une cellule, une unité de lieu avec des outils qui étaient Terri Santé, qui est l'outil qui est porté par l'ARS Île-de-France, qui est la plateforme numérique de santé, et qui a permis donc de rentrer des patients et de les suivre, comme le fait Covidom, de télésuivre, donc des patients qui sont isolés, de les rassurer, de leur dire vous n'êtes pas isolés, vous n'êtes pas abandonnés, on est là. Donc il y a un algorithme qui permet de voir s'il y a un problème, de les joindre et de mettre en place en fait ensuite tous les services sociaux justement du département pour des personnes qui seraient isolées. Donc à la fois le portage de repas, s'il y a des personnes qui sont fragiles. Il y a eu beaucoup de cas qu'on en profitait. Pas énormément. Parce qu'on a vu que les hôpitaux, ça n'a pas marché pour isoler les patients. Donc non. Là, il y a quand même une aide utile. Et puis, c'est pas le lieu. C'est-à-dire, les hôpitaux, c'est vraiment pour la prise en charge des patients. Les hôtels, je voulais dire. Les hôtels. Voilà. Les hôtels dans les hôtels, oui. Voilà. Les hôtels, c'était, bien sûr, c'est à la marge, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Et de mettre en place aussi l'infirmier, le service à la personne, le portage de repas, etc. Et ça, c'était avec justement les services sociaux. C'est vrai qu'on voit aussi pendant la période Covid, 10% des patients sont des patients graves qui arrivent à l'hôpital et 90% des autres patients sont des patients qui ont été pris en charge par la ville, c'est-à-dire par les médecins libéraux, par les infirmières, enfin tous les professionnels. Et c'est grâce à des outils justement comme Covidom, comme Terri Santé qu'on a pu prendre en charge et éviter l'explosion du Covid. C'est donc l'organisation numérique sur les territoires. Alors juste une question. Vous avez des problèmes de tests dans votre département? Oui ou non? Oui, comme dans c'est là où on pourrait imaginer une plateforme pour prendre des rendez-vous, parce que les tests en France aujourd'hui, c'est quand même le big problème. Peut-être Olivier Babinet nous en dira un petit peu. Thomas Laurent, vous êtes directeur général de l'hôpital de la Porte Verte à Versailles, qui s'occupe des personnes âgées, de rééducation et d'oncologie. Donc vous aussi, vous avez vu le boom de l'e-santé. Vous allez nous le dire, mais très rapidement. Mais vous voyez aussi les freins. En particulier la téléconsultation pour les EHPAD et pour les personnes âgées. Alors, comment avancer? Comment faire en sorte que tout ça se développe et rendre service tant aux médecins qu'aux patients, qu'aux professionnels de santé et aux patients? Oui, nous, on prend en charge beaucoup des personnes âgées. Donc, le sujet, c'est à la fois de pouvoir éviter le passage par les urgences pour ceux qui peuvent être hospitalisés directement, et aussi éviter des hospitalisations pour ceux qui peuvent être pris en charge à domicile, voire réduire la durée des hospitalisations. En gériatrie, on est avec une durée moyenne de séjour en médecine gériatrique de 10 jours. Ce qu'on voudrait, c'est essayer d'arriver à une durée inférieure. On se fixe un objectif de 7 jours pour pouvoir faire sortir plus tôt des patients et les suivre à domicile. Et là, la télésurveillance et la télémédecine peuvent jouer un rôle majeur. On est en train de travailler avec l'ARS et puis avec plusieurs établissements partenaires, à Courbevoie plutôt,
ainsi qu'à Paris, la Fondation Léopold Bellan, pour un projet de télésurveillance à domicile. Alors, si j'en dis 2 mots, c'est un outil qui permet, avec des connexions à la fois domotique et de télémédecine, de surveiller le patient à domicile, alors qu'aujourd'hui, c'est des patients qu'on surveille en milieu hospitalier. Comment ça se passe ? Un patient âgé, il a des habitudes. D'habitude, comme nous tous d'ailleurs, il déjeune le matin, il petit déjeune le matin, il déjeune à midi et le soir. Et donc, on peut, en fonction de l'ouverture du micro-ondes, de l'ouverture du réfrigérateur, savoir à quelle heure il a déjeuné. S'il ne déjeune pas à la bonne heure, on a un signal qu'il y a un sujet qui s'est passé. Ensuite, comme nous tous, en vieillissant, on a tendance à se lever plusieurs fois la nuit pour faire pipi. Enfin, il faut se faire opérer à ce moment-là. Mais pas forcément. Parfois, c'est inutile de se faire opérer. Comme vous savez, chez les hommes, c'est assez fréquent qu'on se lève de plus en plus tôt la nuit pour aller faire pipi en vieillissant. Et donc, on a la possibilité de mettre un capteur dans la chasse d'eau et de savoir à quelle heure la personne s'est levée pour aller faire pipi. Et si jamais elle ne se lève plus pour aller faire pipi, ou si ça s'accélère, eh bien, on a un signal. Et puis le troisième signal, c'est évidemment des outils connectés plus classiques qu'on connaît, qui sont la montre, qui va vous permettre de capter votre rythme cardiaque et un certain nombre d'informations, ou bien également des données que vous allez renseigner vous-même sur votre état de santé, et la possibilité d'avoir des outils connectés qui seront vus par le médecin. Ça, on voit bien l'intérêt. Est-ce que c'est facile à mettre en place ? Non, c'est pas très simple. Vous en êtes tout, pour l'instant, vous étudiez, parce que c'est vrai qu'on parle depuis un certain temps de ce télésuivi, on se dit bah oui, c'est formidable, puis on voit bien que ça décolle pas. Est-ce que la crise a pu accélérer ? Alors la crise, vous l'avez très bien décrit, docteur Babinet, elle a ouvert les vannes et simplifié la réglementation. Et donc de ce point de vue-là, ça a permis que toutes les bonnes initiatives puissent... Mais la réglementation va reprendre ses droits, vous allez voir. La réglementation, les aspects financiers, mais en même temps, il y a une réelle volonté des pouvoirs publics et des professionnels de santé qui sont impliqués dans ce domaine d'essayer de trouver des solutions. Alors, c'est pas simple parce qu'il faut à la fois avoir l'outil informatique qui le permette, s'assurer que c'est pas Big Brother non plus, hein, et qu'on a le consentement, le droit. Comme l'expliquait tout à l'heure Luc Ferry, on n'est pas en Chine, et donc il faut que chacun puisse autoriser l'idée qu'on va mettre un capteur dans ses toilettes. Et puis, c'est pas simple parce que derrière, il y a toute l'organisation des professionnels. Et donc, à partir du moment où on met en place ce logiciel avec une start-up, il faut que derrière, on puisse avoir à la fois les médecins et les infirmières de pratique avancée qui vont surveiller tous les jours les données sur l'ordinateur et qui vont appeler soit le médecin traitant, soit le service de soins infirmiers à domicile, soit le dispositif... Mais ce que vous dites, c'est que la crise est une vraie opportunité pour développer ces outils. Il faut qu'on avance, et là, on a peu de temps. Il y a juste un petit mot sur les téléconsultations aussi dans les EHPAD. Là aussi, c'est formidable, ça permet d'éviter une hospitalisation catastrophe, etc. Mais là aussi, c'est pas facile, parce que parfois, c'est plus facile d'appeler une ambulance, d'emmener la patiente ou le patient à l'hôpital que d'organiser une téléconsultation. Là aussi, vous pensez que ça va décoller ? Oui, ça décolle, mais c'est un outil supplémentaire de la prise en charge. C'est-à-dire que quand on est en situation d'urgence, le téléphone reste entre le professionnel de santé libéral et le médecin hospitalier la meilleure façon de s'entendre, ou même pour l'appel aux urgences. En revanche, derrière le téléphone, soit on dit le SAMU va amener directement le patient aux urgences, soit on dit bien on va programmer, on a 2 heures ou 3 heures ou 24 heures, on va programmer une téléconsultation pour voir à distance si c'est possible. C'est ce qu'on essaie de faire dans les EHPAD. Mais pour que ça fonctionne, il faut animer le réseau des EHPAD, il faut que les gériatres des EHPAD et les infirmières des EHPAD soient formés, il faut que les problèmes techniques soient résolus, que la Wi-Fi soit au niveau, qu'on ait la 5G, etc. Et ce qui est fondamental, parce que ça permet de ne pas désorienter la personne âgée, et on sait qu'une personne âgée qui rentre à l'hôpital, bien souvent, elle en sort un peu désorientée. On va passer à Patrick Jourdain. Est-ce que Patrick Jourdain nous entend ? Très bien.
Très bien. Alors, vous avez 2 minutes pour nous expliquer Covidom. Non, on va vous donner un peu plus, mais Covidom, c'est quelque chose, c'est une de vos idées que vous avez développée à la PHP avec les médecins. C'est une application permettant aux patients porteurs ou suspectés de Covid-19, sans signe de gravité, de bénéficier d'un télésuivi à domicile. Alors, ça a été un succès formidable. Vous avez bénéficié de cette période de dérégulation qui a permis la crise. Vous en dites 2 mots, et puis l'après, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est dans quelle mesure ça va se pérenniser dans du télésuivi, où là aussi, le télésuivi est quelque chose de très important. On vous écoute. Alors, je dirais simplement, la première chose, c'est que ce n'est pas un outil URPS, c'est une co-construction, comme c'était dit par les précédents intervenants. Là, on est vraiment dans une co-construction, médecins libéraux et médecins hospitaliers. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de la communauté des soignants qui elle-même se met autour d'un projet. Deuxième chose, effectivement, les droits des patients sont tout à fait concernés, puisque c'est le patient qui choisit ou non d'utiliser son compte. La troisième chose, c'est que vous m'entendez bien? On vous entend bien, oui. Et la troisième chose, l'image est un peu hachée, mais on vous entend bien. Bon, l'essentiel, c'est vraiment ce qui est dit et pas tellement l'image. Hein. Vous y gagnez rien. Et donc, la troisième chose, c'est véritablement qu'on a la plus grosse expérience mondiale actuellement de télésurveillance du patient, avec quelque chose qui n'existait pas le 2 mars, qui a ouvert le 9 mars et qui s'est développé avec actuellement plus de 260 000 patients qui ont été suivis, plus de 3 millions de questionnaires et surtout un taux d'activation des comptes par le patient 91 de surveillance et surtout un taux de satisfaction de 95% pour les patients. Donc c'est véritablement une réussite. Le but de Covidom, en un mot, c'était d'éviter l'encombrement du système de soins, parce que c'est ça le gros risque du Covid, c'est d'avoir des urgences qui débordent, c'est d'avoir des réanimations qui débordent. Et grâce à ce système géré par les médecins libéraux, la PHP, eh bien, ça a permis clairement de maintenir nos concitoyens en sécurité à leur domicile. Alors j'allais dire, au-delà de ça, la vraie réussite, elle n'est pas technique, elle est humaine. C'est les 3000 volontaires qui sont venus bénévolement travailler pour nous, que ce soit des étudiants en santé, mais également des gens de la vie commune, des avocats, des professionnels, des plombiers, on a tout eu. Et tous ces gens-là, grâce à une formation, ont pu s'intégrer dans la télésurveillance. Et c'est ça qui nous permet de voir l'après. L'après, c'est quoi? Et c'est vraiment quelque chose auquel on travaille de façon conjointe avec l'URPS et en particulier Laurent de Bastard, auquel vraiment je veux rendre hommage, parce que ça a été un plaisir, une joie et un honneur de travailler et de continuer à travailler avec eux. Il sourit là, il est très content. Construire l'utilisation tant mieux, l'utilisation de la médecine numérique, en fait, dans un environnement numérique unique pour le patient et le professionnel de santé, et qui nous permettrait donc de pouvoir gérer de façon personnalisée l'ensemble des maladies aiguës, chroniques, pré-post-chir. Et ça, c'est une grande nouveauté. Et comme je dis, pour résumer en un mot, vous savez, dans la médecine, d'habitude, quand vous êtes malade, vous devez solliciter les médecins pour qu'ils s'occupent de vous. Là, Covidom et Beyond Covidom, la suite, ça va être quoi? Ça va être de dire, quand vous avez un besoin, c'est le médecin ou la plateforme qui compte. Et ça change tout. Merci beaucoup. En 10 secondes, est-ce que vous pensez que Covidom et l'après-Covidom, c'est la fin de cette rupture entre la médecine de ville et l'hôpital que tout le monde déplore, mais on n'arrive pas à ce qu'il y ait une vraie coordination, une vraie collaboration entre la ville et l'hôpital? Est-ce que ça ne va pas permettre cette révolution? Parce que ça serait une révolution. Ah ben, c'est clair. Comme je dis, il y a la Covidom Team, c'est la même famille. On est tous différents, mais finalement, on se retrouve toujours. Je suis très fier que justement, les institutions qui sont des fois un peu lentes, mais également les médecins libéraux qui ont eu plein d'idées, on puisse tous se mettre autour de la table. Et clairement, la suite de Covidom, ce n'est pas l'idée d'une personne, d'un autre, d'une institution. C'est l'histoire d'une équipe commune. Cette équipe, elle n'est plus soit de ville, soit d'hôpital. C'est une équipe de soignants. Et en l'occurrence, puisque vous m'avez donné le titre de directeur, je suis très content d'en être le coordinateur, mais je crois que quelque part, on est tous en tant que soignants des co-directeurs de ceci. Merci, merci beaucoup. C'est vrai que c'est votre directeur, pour le coup, Martin Hersch, j'arrête pas de dire que c'est un succès formidable. Donc, on vous croit. Docteur Yann Maël Ledouarin, vous êtes donc, vous travaillez au ministère de la Santé. Donc, vous avez dérégulé
vous avez tout permis, donc les médecins ont pu faire tout, quoi qu'il en coûte, faire tout ce qu'ils voulaient. Puis maintenant, vous allez re-réguler, enfin vous allez expliquer. Non, l'idée c'est de faire passer de tout ce qui est exceptionnel, de le refaire passer dans du droit commun, comme on dit. Comment vous régulez ça? Qu'est-ce qui va rester simple? Qu'est-ce qui va rester moins simple? Non, qu'est-ce que vous allez mettre dans le droit commun? Comment vous allez organiser ça en 2 minutes? Je dirais pas qu'on a dérégulé, je dis qu'on a permis, on a ouvert pour répondre à des besoins qui étaient protéger les soignants, protéger les patients et permettre à tous les patients non Covid de continuer à accéder au système de soins, parce que là, tout était focalisé sur le Covid. On est passé de 10 000 à 1 million, et là, on est remonté à 170 000 à peu près par semaine. Il y a eu une prise de conscience. Les médecins, pendant 10 ans, voire 15 ans, si je prends l'OMS 2000, les années 99-2000, on entend parler de cette marotte du numérique depuis des années. Là, c'est devenu concret. Et là, il ne faut pas qu'on se plante. Les médecins, pour eux, c'est devenu concret. Ils s'en sont servis. Et pas que les médecins, les professionnels de santé. Il y a les sages-femmes, il y a les infirmières, il y a les kinés, il y a les diététiciens, tous ceux à qui on a pu ouvrir. Avec le télésoin, là, on va ouvrir à plus de 13 professions, 14 professions avec les pharmaciens. Le but, c'est de transformer l'essai, de s'assurer que cette prise de conscience collective des organisations des soins, des patients, des collectivités, de nous au ministère, se transforme et se pérennise. Ça devient un usage du quotidien, mais un bon usage du quotidien. Là, il y avait des pratiques qui n'étaient pas mauvaises, mais qui étaient un peu dégradées, parce qu'il fallait aller vite, parce que les outils ne permettaient pas le paiement, parce qu'on n'avait pas la bonne organisation, l'infirmière qui passait pour les patients fragiles, etc. Donc, il faut qu'on s'assure de faire re-rentrer dans le droit commun au maximum en libéralisant. C'était une demande d'Olivier Véran dans le Ségur, c'est-à-dire de capitaliser sur la crise pour ne pas remettre les freins qu'il y avait avant, mais des freins qui s'expliquaient par le fait que c'était une activité un peu nouvelle, donc il fallait au départ mettre quelques freins. Là, on les a fait tomber, on va en remettre certains forcément pour cadrer un peu les choses. Vous travaillez avec l'assurance maladie, j'imagine, parce que oui. Le remboursement à 100%, l'obligation du médecin traitant, etc. Mais vous allez remettre quand même beaucoup de freins ou pas? Qu'est-ce que vous allez, où les mettre et qu'est-ce que vous allez laisser en l'état? 100% remboursé, tiers payant? Alors, ça ne dépend pas que de nous. Nous, la demande claire d'Olivier Véran, ça a été de demander aux partenaires conventionnels à la CNAM de s'assurer que la télésanté, au sens large, donc médecins et tous les autres professionnels de santé qu'on va autoriser là dans les mois qui arrivent, donc pharmaciens, kinés, sages-femmes, chirurgiens dentistes qui peuvent déjà le faire, mais pour les rémunérer, infirmières, diététiciens, etc. On a demandé aux partenaires conventionnels de s'assurer que les choses qui se sont permises pendant la crise, on puisse les analyser et les faire rentrer au maximum dans le droit commun. Je ne peux pas vous dire ce que les syndicats de médecins et la CNAM vont décider. En pleine négociation actuellement. Ils sont en pleine négociation actuellement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une demande forte et claire d'Olivier Véran de ne pas revenir à l'état d'avant. Voilà. Et des professionnels. Voilà. On ne reviendra pas à l'état d'avant, ça c'est sûr. Le point de sortie exact, c'est difficile de vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise de conscience collective, à la fois des payeurs, des autorités et des professionnels de santé, et que personne ne veut revenir à l'état d'avant. D'accord. Bon, on verra. Hein. On verra ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'il faut profiter de cet essor absolument extraordinaire qui peut rendre service. Olivier Lebrun, vous êtes maire de Viroflay, vice-président du département des Yvelines, délégué à la famille. Alors, vous êtes l'élu. Comment vous voyez ça? Vous n'êtes pas un professionnel de santé. Enfin, je ne crois pas. Non, parce que vous êtes élu, mais vous avez une autre profession. Quel regard vous avez sur la e-santé par rapport à votre population, bien évidemment, et les déserts médicaux, parce que dans votre région, il y a des déserts médicaux, ça peut paraître incroyable, et puis aussi viser les professionnels de santé. Alors, on a encore 45 secondes, mais on a pris l'antenne, on pourrait dire, avec un peu de retard, donc on vous donne le temps de nous expliquer, parce que c'est important, parce qu'il faut que la population adhère et que ce soit porté aussi par les élus. Oui, alors, c'est vrai que quand Olivier Babinet m'a demandé de participer à la table ronde, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là? Je suis pas professionnel de santé et les maires, globalement, je suis professionnel du chiffre, donc rien à voir. Et les maires sont, en fait, assez peu impliqués, en fait, en général, dans les dispositions nationales sur la question de la santé et encore moins de la e-santé. J'ai un peu potassé la question. J'ai vu le rapport de l'activité 2019 de l'agence numérique en santé. Et en fait, j'ai regardé, j'ai cherché le mot maire. Je ne l'ai pas trouvé.
Donc en fait, on n'est pas directement impliqué. En tout cas, il y a peut-être quelques maires au niveau de l'AMF qui sont impliqués, mais ça n'apparaît pas de façon très, très précise. Monsieur le maire, ce n'est pas dans vos prérogatives, mais les maires disent on peut faciliter énormément de choses. Ah, on peut le faire effectivement à partir du moment où on nous demande, où on s'empare du sujet. Et en fait, pour s'emparer du sujet, il faut avoir à la fois des compétences un peu techniques, c'est comme pas si simple que ça, et puis également un peu de moyens quand même pour s'en emparer, des moyens humains, et puis quelques moyens financiers. Là n'est pas trop le sujet, je réclame pas des moyens, j'en réclame partout, mais pas forcément en fait dans ce domaine-là. Simplement, ce dont on a besoin, nous, en tant que maire, c'est que notre population soit couverte. Et qu'elle puisse bénéficier de moyens, de soins, de proximité autant que possible en tout cas, d'autant plus dans cette expansion du désert médical, vous le disiez, Viroflay, qui est une commune donc à 15 km de Paris, en grande couronne, mais juste à la limite de la petite couronne. En fait, on y est désert médical, déjà, en zone d'intervention prioritaire de l'ARS. Et donc, on a besoin, les habitants se tournent vers nous en disant « mais j'ai plus de médecin traitant, qu'est-ce que je fais ?» Et donc là, effectivement, on peut se dire, on a des actions pour essayer de trouver des nouveaux médecins, acheter des locaux pour faire des maisons médicales, mais la question de la santé peut permettre aussi de répondre à ce problème de désert médical. Y répondre pas totalement, parce qu'on a aussi besoin de contact. Le patient a besoin de voir un médecin, a besoin de se faire ausculter. Donc peut-être que plus tard, l'auscultation en auscultation, ça se fera, avec des robots, je ne sais quoi, mais voilà, c'est quelque chose qui peut se faire. Et nous, on peut essayer d'aider, pourquoi pas en mettant des locaux à disposition pour avoir une salle de téléconsultation disponible pour les différents médecins. Encore faut-il avoir les médecins qui le fassent. Donc on compte aussi beaucoup sur les hôpitaux, le service de santé de proximité pour là aussi mettre en place ces moyens techniques pour qu'on puisse orienter nos patients ou en tout cas avoir les professionnels localement qui puissent y répondre. On a aussi besoin de pluridisciplinarité. C'est qu'on a besoin de pouvoir contacter, réunir autour de la table ou d'une table numérique, pourquoi pas, un certain nombre de professionnels qui puissent nous aider à répondre à certaines problématiques qu'on a, notamment en santé psychique. Et donc là, sur le suivi avec les CMP, avec un certain nombre d'autres acteurs, pour essayer de régler des situations qui sont des situations sociales, mais souvent en fait liées à une prise en charge médicale qui est faite ou pas bien faite, ou en fait assue de façon précise. Et puis l'autre chose, pour faire de la e-santé, on a besoin de réseaux de communication, de télécommunication, dont on a besoin de très haut débit, notamment pour passer des images, pour passer un certain nombre de choses. Et donc on a besoin que nos villes, même des villes en fait en proche région parisienne, soient équipées en très haut débit pour permettre cette diffusion de la e-santé. Donc on a besoin de beaucoup de choses, mais on est acteur et on est un petit peu le chef d'orchestre. Donc on essaye de coordonner l'ensemble des acteurs. Il faut qu'ils viennent vers nous, les acteurs, et lorsqu'ils viennent vers nous, les citoyens le font d'abord, mais après, il faut que les professionnels le fassent également. Et puis la toute dernière remarque, c'est le fait qu'on a aussi la question du secret, le secret médical. Lorsqu'on fait de la pluridisciplinarité, secret médical, secret professionnel, on a besoin aussi de pouvoir, à un moment donné, dire mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là-dessus, je pense que les citoyens ont cette difficulté sur la question de la e-santé en se disant mais je vais avoir mes données qui vont être disponibles quelque part sur un dossier médical partagé ou ce genre de choses, est-ce que je ne vais pas avoir toute mon intégrité physique de données en fait totalement perdue? Et donc là aussi, on a besoin de comprendre nous-mêmes pour ensuite pouvoir expliquer et faire de la pédagogie. Et c'est notre rôle premier aussi, on est au contact des habitants, on peut faire de la pédagogie, on peut apporter, une fois qu'on a compris, on peut apporter des précisions auprès de la population. Vous avez compris, vous avez compris. J'ai tout compris. Non, donc la période est tout à fait propice pour la e-santé. Au moins la crise aura permis ça, au moins un vrai décollage de l'e-santé. Bon, on voit bien qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. On va conclure. Merci messieurs. Olivier Babinet, donc une conclusion en moins de minutes sur le département, sur les deux départements. Bon, je crois qu'il y a déjà un certain nombre d'enseignements à tirer de cette expérience. Définitivement, des verrous ont sauté dans des circonstances exceptionnelles.
Cette crise sanitaire de telle ampleur a révélé des failles absolument béantes déjà dans notre système de santé. Donc il y a de manière globale au niveau national la nécessité d'une vision stratégique sur la santé publique. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de principes qui ont été vérifiés. Le danger, le risque, que moi j'appelle le dragon dans l'environnement, est un catalyseur de changement. C'est assez étonnant, mais ça fonctionne systématiquement. Il y a la notion de délai. Il n'est pas nécessaire de se vautrer dans des délais très très longs pour arriver à faire des choses exceptionnelles. Il faut se limiter à l'essentiel. Il n'y a pas besoin non plus d'être parfait. Donner du sens. Les gens sont partis aussi parce qu'il y avait un sens dans l'action. Et donc, c'est la source intrinsèque du dépassement de soi que de donner du sens aux gens. Également, peut-être rediscuter des usages de la e-santé au-delà des nombreux a priori. On s'est aperçu que ce n'était pas utile de construire de béton. Je crois qu'il faudrait moins d'investissement dans le béton, plus d'investissement dans le service et dans les ressources humaines, parce que la santé, ce sont quand même des humains qui prennent soin d'autres humains. Donc c'est dans les humains qu'il faut investir et donner un cadre, peut-être un cadre général, pour que les nouveaux usages en e-santé puissent se déployer. Et dans ce cadre-là, je crois que les collectivités ont en effet un rôle très important à jouer. Ils se sont emparés pendant la crise du sujet sanitaire. Vous avez joué un rôle, vous, élus des collectivités, vous allez continuer à jouer un rôle, je pense, de plus en plus important. Et vous avez un rôle d'accompagnement auprès des personnes les plus modestes, les plus fragiles, dépendantes, qui doivent être parmi vos priorités pour faciliter l'accès aux soins. Sachez que le département lance un pilote sur un projet télésanté dans les territoires prioritaires des Yvelines, et nous avons besoin de tout le soutien des professionnels de santé et des collectivités. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler, peut-être lors des assises numériques 2021, qui sait. Voilà, je tenais à remercier tous les participants à cette table ronde qui ont spontanément accepté cette invitation. Merci aussi beaucoup à Laurent Rochette, donc le directeur général de CDV Numérique, pour ton invitation sur ce sujet de la e-santé qui est absolument essentiel. Et en plus, CDV Numérique aurait un jeu essentiel avec la 5G. Voilà, merci à tous d'être venus si nombreux. Partagez notre vision sur l'avenir de la e-santé. Et à bientôt. Bravo.